Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà ce que chantait Peter Pan en volant joyeusement vers le pays imaginaire. On voit qu'il n'a jamais eu à créer d'identité visuelle, sinon il n'aurait clairement pas chanté ça, mais plutôt ne choisis pas de couleurs au hasard, sinon ça va tourner au cauchemar. Car choisir les couleurs qui définissent son univers visuel peut être un vrai casse-tête. Et pourtant, le choix d'une palette forte et cohérente va jouer un rôle déterminant quand il est question de construire ton image de marque. Que ce soit pour les couleurs de ton logo, ou bien celles qui accompagnent tes visuels et supports de communication, il n'est pas toujours facile de faire son choix. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, donc j'ai choisi de le découper en 2 épisodes. Dans le premier, donc celui-ci, on va voir 3 manières d'utiliser la couleur différemment pour ton univers graphique. On va venir en fait poser les bases de ta réflexion, ce qui permettra dans un second épisode, qui sortira plus tard, de passer à l'étape de conception en te partageant des outils et des conseils pour créer la palette parfaite. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de ne pas avoir un épisode trop dense et indigeste, et puis ça permet de prendre le temps de démontrer qu'il y a effectivement plusieurs approches qui se valent toutes et qu'on peut utiliser efficacement la couleur dans son univers visuel. Je ne parlerai pas spécialement de la symbolique ou de la psychologie des couleurs, parce que je pense que tu vas trouver 1000 articles redondants qui reprennent les émotions des couleurs, leur symbolique, etc. sur Internet. On va surtout voir comment utiliser la couleur, comment faire des choix judicieux par rapport à ton identité, à ton projet, et ça commence par se demander quel rôle veux-tu attribuer à la couleur dans ton univers graphique. La première chose à garder en tête, c'est qu'en matière de couleur, on est tous et toutes influencés. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais juste un petit point là-dessus pour t'expliquer pourquoi il est important de prendre en compte ces influences pour mieux pouvoir t'en détacher par la suite. Que ce soit culturellement d'abord, on va attacher une signification différente aux couleurs. En France par exemple, on sait grâce aux panneaux de la route ou aux signalétiques que le rouge prévient d'un danger. Mais ce même rouge, il est pour autant utilisé pour représenter l'amour, la passion, le romantisme. Alors qu'associé à du vert, il nous transporte dans l'univers de Noël. Nos yeux vont repérer instinctivement les affiches fluo, orange ou jaune vif qui vont indiquer une promotion ou une bonne affaire dans un magasin. Ailleurs, le jaune représentera la gaieté, l'optimisme, la lumière. En fonction des références de chacun, on l'appellera tantôt jaune poussin, jaune moutarde ou jaune cocu. Quant au noir, bien qu'on l'attribue au deuil et à la mort, il est aussi un signe d'élégance, de raffinement et de minimalisme quand il est associé à une marque de luxe par exemple. On voit déjà que c'est pas si simple que ça, cette affaire. Ça se corse encore quand on prend en compte le langage des couleurs dans d'autres pays, communautés culturelles ou religieuses. À Bali, par exemple, le rouge, le noir, le blanc et le jaune sont des couleurs sacrées rattachées à des mythes ancestraux de l'île. La couleur du deuil au Japon n'est pas le noir comme chez nous, mais le blanc. Et si le rose est encore en France et dans les pays occidentaux une couleur très genrée, attribué majoritairement aux produits féminins et que ça bouge péniblement, il est pourtant parfaitement assumé depuis longtemps par des hommes en Inde où les vêtements se portent dans toutes les couleurs imaginables sans distinction de genre. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais l'idée est là, c'est que la signification des couleurs n'est pas la même pour tout le monde, donc il est important de le savoir pour mieux les utiliser en ta faveur évidemment. Et puis, passé ces différences culturelles, il y a les préférences de chacun qui viennent s'immiscer également. C'est pas pour rien qu'on utilise l'expression « chacun ses goûts et ses couleurs ». Moi, personnellement, j'adore le jaune. Je travaille sur un bureau que j'ai repeint en jaune. Ma coque de Mac pour le protéger est jaune. J'ai des coussins jaunes, j'ai des robes jaunes. Bref, j'aime le jaune. Mais si je décide de repeindre les murs du salon en jaune, peu importe qu'ils soient poussin, moutarde, soleil couchant ou maïs, je pense que mon copain fera une syncope. Parce que cette couleur l'agresse et il ne ressent pas du tout les mêmes choses que moi en la voyant. Il faut donc savoir laisser ses préférences de côté quand il est question de décoration d'intérieur, certes, mais également pour ton identité visuelle. Les prendre en compte, oui, mais dans un juste équilibre entre ce qui fait sens pour ton message et ce qui va permettre à tes cibles de s'identifier à ton projet, de comprendre où ils se situent et puis ce que tu leur proposes.
Les pros du marketing, d'ailleurs, ont très bien compris, et depuis longtemps, que les couleurs étaient un levier puissant pour communiquer, transmettre des messages, mais aussi et surtout influencer nos décisions de façon plus ou moins consciente. De nombreux secteurs d'activité, ou des produits en particulier, sont très marqués par une utilisation massive de telle ou telle couleur qu'on leur aura attribuée au fil du temps, car elles sont beaucoup plus efficaces, que ce soit pour nous donner envie d'acheter, voire même pour nous mettre en appétit. Est-ce qu'il faut pour autant suivre ces tendances à tout prix ? Eh bien, évidemment non. Il est tout à fait possible d'aller même à contre-courant de ce que l'on voit habituellement, tant qu'on le fait d'une manière pertinente et cohérente. Pour autant, c'est encore rare de voir des entreprises oser aller vraiment à contre-courant des codes de leur secteur. C'est encore plus le cas pour des jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui ont peur parfois de ne pas passer pour sérieux ou légitimes, et qui vont justement chercher à coller un petit peu au code visuel de leur domaine d'activité. En tout cas, c'est des arguments que j'ai déjà entendus de la part de clients, je ne pense pas être la seule. Et là encore, je suis pas d'accord. Je pense que l'audace, si elle est judicieuse et amenée intelligemment, elle peut rapporter beaucoup. Je pense que la psychologie des couleurs, finalement, et notamment appliquée au monde de l'entreprise et de la communication, ça peut être un bon outil, une échelle de mesure à prendre en compte, mais ça ne peut pas être le seul élément sur lequel te baser pour construire une palette efficace. Le problème, c'est que les couleurs, ça reste subjectif et qu'on n'aura pas le même ressenti, la même émotion ou la même information en fonction de nos goûts, de notre culture ou de nos codes sociaux. Donc un bon moyen de prendre du recul par rapport à ces diverses influences, c'est d'attribuer un rôle à la couleur pour ton univers graphique. Et tu vas voir qu'elle peut jouer sur différents aspects. D'abord, tu peux décider de faire des choix audacieux et d'utiliser la couleur comme élément différenciant. Donc là où les couleurs choisies vont prendre une place dominante pour venir détonner dans un environnement concurrentiel, créer une ambiance inattendue ou déclencher une émotion forte. Pour illustrer cet exemple, je pense à la maison de joaillerie Gemio. Alors peut-être que le nom ne te dit rien comme ça si t'es pas familier des marques bijoux, mais si je te dis... Est-ce que tu vois la marque de bijoux avec le petit chaton rose sur les publicités ? Est-ce que là, ça te parle davantage ? Je suis prête à parier que oui. La marque Gemio, donc c'est une marque française de bijoux, qui a clairement voulu se démarquer de ses concurrents en proposant une approche de la joaillerie nouvelle, décalée. Et leur notoriété a notamment décollé avec une campagne publicitaire donc de 2014, que tu n'as certainement pas pu louper. Moi, je m'en souviens bien parce qu'il y avait une grosse affiche dans ma station de métro. Et la marque, en fait, a diffusé des visuels aux couleurs très acidulées, donc rose bonbon, bleu ciel, et puis surtout la petite mascotte à poil toute kiki, toute mignonne, du petit chaton rose, qui porte une bague sur l'oreille. Je t'invite à aller chercher sur Google, donc en tapant Gemio, campagne, métro ou affiche, et tu verras un petit peu la déclinaison de cette campagne. Il y a même un petit poussin vert fluo. Clairement, on n'est pas sur les codes habituels pour ce genre de produit haut de gamme luxe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise elle a su relever le défi de se faire connaître et reconnaître grâce à cet univers décalé qui est à l'opposé quasiment de ses concurrents. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses choix, qu'on soit sensible ou pas à cet univers qui nous est proposé, ça peut se discuter, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Ce qui est intéressant, c'est plutôt que ces choix visuels de la marque, ils peuvent paraître risqués, voire impertinents pour le marché de la bijouterie haut de gamme, mais en fait, ils sont tout à fait cohérents avec les valeurs et l'ambition que souhaitent véhiculer les fondateurs de l'entreprise. Il y avait cette envie de dépoussiérer un milieu qui peut paraître un petit peu froid, artificiel ou très codé, qui fait que beaucoup de consommateurs ne se sentent pas à leur place ou très à l'aise quand il s'agit d'aller dans ce genre de boutique très chic, et très cher, on va pas se mentir, pour trouver le bijou de leurs rêves. D'ailleurs, cette ambition de proposer une expérience plus chaleureuse, un environnement plus fun, de désacraliser un peu ce monde de la joaillerie de luxe, elle naît directement de l'expérience faite par le couple qui a fondé la marque, donc Pauline Léniaud et Sharif Debs. Puisque, après la demande en mariage de celui-ci à sa chère et tendre, ils se sont mis à chercher une bague. Enfin, la bague. Ils ont été plutôt déçus et un peu refroidis de leur expérience en boutique en tant qu'acheteurs, notamment du fait que rien n'était abordable pour eux, et je suppose qu'effectivement ça devait pas non plus être super facile de se sentir à l'aise dans ce genre de boutique. Pour le coup, je sais pas toi, mais je m'identifie très facilement à ça, même si je ne suis pas fiancée ou mariée. J'imagine que là, si demain je devais aller dans une boutique de luxe, ou en tout cas très haut de gamme, dans laquelle j'ai pas l'habitude d'acheter des produits,
et je pense que ça se voit, je pense que je me sentirais clairement en décalage. Du coup, la campagne d'affichage, et aussi les choix graphiques autour de ça pour la marque, ça a finalement complètement fonctionné, parce que ça a fait parler d'eux, ça a permis à beaucoup de personnes de découvrir la marque, et puis ils ont pu se faire une place solide, du coup bien ancrée, dans un secteur très concurrencé et assez difficile d'accès. Voilà donc un bon exemple de l'utilisation de la couleur comme élément prépondérant dans une identité, ou en tout cas, pour le cas ici, une campagne publicitaire faite pour marquer les esprits. Alors même si, bien sûr, ce n'est pas le seul ingrédient de la réussite, c'est quand même intéressant à regarder. À l'inverse, autre exemple, autre marque. Tu vas voir qu'on peut aussi jouer de l'absence de couleur pour venir proposer un univers graphique particulier. Là, je pense tout simplement à Apple, qui a fait d'un gris clair, plutôt pâle et a priori même presque insignifiant, la signature visuelle des produits de la marque. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de l'entreprise, le logo affichait au contraire beaucoup de couleurs, avec son iconique pomme, mais aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça s'explique par le fait qu'à ce moment-là, l'objectif pour la marque, c'était de proposer un environnement plus accessible, plus familial, plus chaleureux que ses concurrents majeurs qui étaient IBM ou HP. Puis plus tard, à la fin des années 90, et avec le retour de Steve Jobs aux manettes, l'identité visuelle va opérer un changement radical. Exit les couleurs vives, on part sur un bleu, donc très axé nouvelle technologie, puis on change pour un monochrome, donc le logo devient noir, la pomme toute simple noire, qui évoluera progressivement vers un logo gris clair avec un petit peu de relief, pour finir avec une version minimaliste qu'on connaît tous aujourd'hui. Et ces changements ils coïncident avec l'adoption d'une nouvelle stratégie commerciale pour relancer l'entreprise qui perdait du terrain sur le marché, donc justement au moment où Jobs revient. L'idée alors, c'est de se positionner non plus comme une start-up plus humaine, plus chaleureuse, etc., mais au contraire de s'affirmer comme une marque solide, haut de gamme, sérieuse, fiable. Donc clairement, l'envie de montrer qu'on est dans le game, et aussi, bien sûr, de calquer davantage l'identité au design très épuré qui ont fait en grande partie le succès de la marque. Et cette utilisation des couleurs, ou justement cette absence de couleurs, j'ai envie de dire, n'empêche pas la marque de venir s'éclater quand elle le veut, avec des explosions de couleurs pour le coup. Elle s'en sert même pour faire un coup de projecteur sur l'entreprise ou créer un moment fort dans leur communication. Et là, il y a l'exemple auquel je pense, c'est quand, en 2018, Apple a décliné son logo dans des centaines de versions toutes uniques pour les cartons d'invitation des conférences pluriannuelles que faisait l'entreprise. Ces deux premiers cas, je trouve, ils montrent bien comment on peut utiliser la couleur comme vraiment un élément dominant dans son identité. D'ailleurs, c'est quelque chose de prépondérant chez les plus grands groupes, notamment dans la mode ou le luxe. Je pourrais citer Tiffany et son bleu turquoise très distinctif. Donc là, on pense tous à la boîte que Melania Trump a donnée à Michelle Obama. Il y a aussi le orange Hermès ou le rouge Louboutin. Donc tout ça, c'est des choix évidemment dont tu peux t'inspirer si ça fait sens pour ton projet. Mais je vais te présenter d'autres façons de jouer avec la couleur. Tu peux aussi choisir d'utiliser la couleur comme un élément renforçant. C'est-à-dire que les choix que tu vas faire vont venir compléter le travail graphique réalisé sur ton logo, ta charte, etc. Donc c'est généralement la pratique la plus utilisée, car elle vient se baser en partie sur la symbolique des couleurs et les émotions auxquelles on les associe généralement. Tu peux décider de simplement évoquer tes valeurs ou ton offre, mais aussi de t'adresser à un type de personne en particulier si cela est pertinent et intéressant en fonction du message et de l'offre en fait de ton entreprise. Pour ça, les teintes que tu vas choisir doivent évoquer quelque chose de fort et puis de facilement compréhensible pour ta cible. J'ai trouvé deux exemples qui sont un petit peu similaires, c'est rigolo, mais qui justement ont choisi deux approches différentes. Tout d'abord, la marque My Frenchy Tomboy qui propose des gammes de vêtements non genrés et made in France. Le logo présente tout simplement les couleurs bleu, blanc, rouge, comme beaucoup de marques dont la nationalité et les conditions de fabrication sont un des arguments phares. D'un autre côté, nous avons la marque au nom un petit peu identique, Tomboy X, donc qui doit se prononcer Tomboy X ou Tomboy X, je ne sais pas trop en anglais, puisqu'elle est basée à Seattle. Et donc, elle crée des sous-vêtements inclusifs, donc en allant de soutien-gorge adaptés pour les personnes ayant eu une ablation du sein suite à un cancer, ou qui sont en transition de genre, mais aussi des boxers de toute taille, adaptés à la morphologie d'un corps féminin, et bien d'autres. Et les fondatrices sont un couple de deux femmes, pour qui l'engagement envers la communauté LGBTQIA se traduit clairement dans leur marque,
Et c'est pourquoi le choix de couleurs est assez significatif de ces valeurs-là. Alors, sur leur site internet, comme beaucoup de e-shops qui sont assez conséquents avec beaucoup d'articles, on est sur un minimaliste accord de blanc et de noir, puisque l'accent il est mis sur la facilité pour le client de s'y retrouver et de naviguer sur le site. Par contre, petit détail intéressant, sur leur Instagram, les vignettes de story à la une ont chacune une couleur du drapeau queer. Donc c'est un choix discret, mais pas anodin quand on connaît l'histoire de la marque et ce qu'elle propose. Attention cependant à ne pas rentrer dans les clichés avec cette approche de la couleur. Pour le cas de la marque que je viens de citer, c'est plutôt cohérent et on n'est pas visiblement sur de l'utilisation de codes communautaires à des fins purement marketing. Il y a une vraie démarche, une vraie sensibilité, un vrai engagement. De la même manière, les couleurs sont intégrées de façon tellement subtile que c'est plus un clin d'œil. Du coup, c'est pertinent et ça a toute sa place. De la même façon, si vous choisissez d'inclure le bleu, blanc, rouge pour votre identité de marque, il est évident qu'on va vous demander quand même quelques engagements et quelques preuves que votre produit est bien made in France. Pour prendre un dernier exemple, je vais citer le bien connu Nature et Découverte, boutique magique s'il en est quand tu n'as aucune idée pour faire un petit cadeau sympa et utile à un ami. La marque a toujours revendiqué des valeurs sociales et des engagements environnementaux. On connaît aussi tous sa petite tortue aventureuse qui se balade sur le globe terrestre. Et les couleurs de la marque rappellent et renforcent donc ces symboles. Elles font appel à la nature, à l'environnement, à un style de vie sain et ouvert sur le monde, au voyage. Donc, outre le fameux marron terracotta de la tortue, du logo, on a sur le site un vert kaki, un jaune ocre, en tout cas des couleurs très naturelles, puisqu'il s'agit évidemment de renforcer, de marquer un petit peu les engagements de la marque, mais aussi le type de produit qu'elle propose à ses clients. Troisième et dernier point. Il va s'agir d'utiliser cette fois-ci la couleur comme un élément structurant de ton identité visuelle. Parce que la couleur, elle peut aider à dynamiser, à organiser et même classer quelque part le contenu de ce que tu offres. Donc ça peut être très intéressant si tu t'adresses à plusieurs cibles ou que tu offres différents types de produits. Parce que dans ces cas-là, c'est pas rare que tu puisses être un petit peu perdu au moment d'élaborer ton image de marque, de faire des choix graphiques. Ce que j'entends par exemple en général de la part d'entrepreneurs, ça va être notamment des peurs d'exclure certains aspects de leur activité ou des difficultés à vouloir tout représenter, tout mettre dans leur identité. Et c'est pas du tout évident, voire parfois impossible, parce que le risque, c'est de ne pas obtenir de message clair, d'identité forte, quand on cherche à trop en mettre. Donc si c'est ton cas, sache que justement la couleur peut venir t'aider pour valoriser certains pans de ton activité, à présenter visuellement différentes facettes de celle-ci. Donc cette approche, on va beaucoup la retrouver par exemple dans les grands groupes qui comprennent divers départements ou divers secteurs d'activité. On aura en général des couleurs principales identitaires qui vont former le logo global du groupe, qui sont souvent associées avec des couleurs secondaires, qui elles peuvent plutôt représenter une entité en particulier ou un domaine qui lui est propre. On peut aussi retrouver ce système de code de couleurs pour des entreprises vendant des gammes de produits assez variées. Dans ce cas-là, la palette elle peut se dissocier entre ces différentes familles d'articles, ce qui va permettre aux consommateurs de mieux se repérer, distinguer les catégories d'offres. Ça peut aussi marcher pour un espace culturel où on cherche à dissocier différents espaces, différentes activités du lieu. Par exemple, on aura une couleur qui sera associée aux événements ponctuels, une autre aux expositions permanentes, une troisième pour les collaborations exceptionnelles, que sais-je. On peut tout imaginer, parce que ça peut vraiment s'appliquer sur plein de projets et d'entreprises différentes. Moi, je vais prendre le cas de France TV. Tout le monde me connaît, donc c'est quand même pratique pour pouvoir illustrer un petit peu mon propos. Et en plus, la charte graphique est disponible en libre accès sur Internet, donc vous pouvez la consulter. Ça va venir encore un petit peu appuyer ce qu'on va dire. Donc France TV a créé une identité visuelle unique pour toutes ces chaînes, pour justement uniformiser un petit peu tous ces produits en fait. Et la palette de couleurs, elle a été créée pour venir représenter une chaîne en particulier. Donc on a France 2 qui est la chaîne généraliste qui est en bleu, France 3 plus régionale en rouge, France O qui représente davantage les programmes d'outre-mer en jaune, France 5 qui est plutôt la chaîne du savoir et des connaissances en vert, et France 4 qui est plutôt familiale en violet. Donc cette troisième approche de la couleur, tu peux la mettre aussi en application pour ton projet si ça peut apporter une valeur, que ce soit pour clarifier tes différentes activités ou produits, comme on l'a dit, faciliter la navigation et la compréhension de ton audience et de tes clients,
ou tout simplement mettre en avant la diversité de ton offre de façon un petit peu plus claire. Attention toutefois, le risque ici, c'est comme je disais de vouloir en faire trop. Ça va bien fonctionner si les thèmes ou les catégories sont clairs et surtout ça doit s'accompagner d'un travail graphique au-delà de la couleur pour venir rendre tout ça cohérent et compréhensible. Que la couleur c'est un outil important pour ton identité visuelle, mais elle doit évidemment s'incorporer et se fondre naturellement dans ton univers graphique et sur tous les supports que tu vas créer ensuite pour communiquer. Tu l'as vu dans ce premier épisode dédié à la couleur, il serait dommage de réduire la recherche colorimétrique de ton image de marque sur les seuls critères de psychologie et émotion des couleurs. Comme beaucoup de choses dans le graphisme, c'est avant tout une question d'harmonie, de juste équilibre et de subtilité pour venir créer un univers qui fait sens. Et pour ça, je t'invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, les épisodes 1 et 2 concernant la réflexion autour de ton logo et de ton identité visuelle. Parce que si tu es dans ces questionnements en ce moment, ça peut t'aider pour poser les bases de ta réflexion et essayer un petit peu de cadrer tes idées. Dans le prochain épisode consacré à la couleur, on va aller sur des choses plus concrètes puisque je te partagerai des astuces et des outils gratuits pour concevoir une palette de couleurs complète à ton image. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas le manquer à sa sortie. Retrouve un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste, un jeudi sur 2 sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Si cet épisode t'a plu, partage le podcast, abonne-toi ou mets-lui des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci, à bientôt.